on est devenus des meilleurs amis, ils sont des meilleurs amis, puis depuis ce temps-là, on est tout le temps ensemble. Ouais, puis eux, ils doivent quitter pour travailler 7 jours. Fait que les 7 jours, ben moi puis Lydia, on devient comme un couple. Au début, on dirait qu'il savait pas trop j'étais qui quand je revenais, mais là tu vois qu'il est content de me voir. Ouais. Puis vous êtes là 7 jours pour passer 7 jours de qualité avec. Des fois, juste être à la maison puis jouer à terre à des jeux qu'il aime, c'est autant du temps de qualité que d'aller se promener dehors. C'est quelque chose que ton enfant aime puis que tu fais. À cet âge-là, c'est très facile. Dans le fond, tu l'impliques dans peu importe ce que tu fais. Ouais, Puis il tu va embarquer travailles. avec toi puis il va être content tant qu'il se sent impliqué dans ce que tu fais. Chaque geste simple fait de vous un modèle pour la vie. Cet automne, faites-nous parvenir votre plus belle photo d'activité réalisée en famille avant le 25 novembre et courez la chance de gagner un séjour familial à la Bannique. Pour connaître les détails, visitez la page Facebook Portrait de famille. En comparant un enfant à son parent, on dit souvent que la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Le modèle demeure en effet le principal moyen d'asseoir son autorité et de discipliner par la suite. Ce que vous êtes et ce que vous faites a plus d'impact que ce que vous dites. Les interventions parentales auprès d'un enfant détermineront la façon dont ce dernier agira envers les autres. Si ces interventions sont dictées par l'amour que son parent lui porte, l'enfant sera sensible aux autres et les traitera de la même façon. Aujourd'hui, Être parent vous propose un survol des valeurs dans les modèles parentaux, le mensonge, la politesse, le respect, tout ceci dans un encadrement positif de nos enfants. Est-ce que vous avez déjà raconté des mensonges à votre papa ou votre maman? Non, je suis trop parfait. Oui. Non, oui. Non, je suis trop parfait. Les gars. Est-ce que vous êtes en train de me dire des mensonges à moi, là? Non. C'est la vraie vérité. Oui. Vous n'avez jamais raconté de mensonges à moi? Jamais, jamais. Jamais. Juré craché. Si je m'y peux. Jurer craché. Oui. Ils y ont déjà compté de mensonges. Même à moi. Petit mensonge? Non. Non, rien que des blagues. C'était toutes des blagues. Comment on fait pour avoir une bonne relation avec son enfant? Bon, d'abord, ce qu'on veut, avant tout, c'est avoir une relation, faire équipe avec son enfant. Donc, ça se crée dès le jeune âge, très tôt. On fait équipe avec son enfant, on veut qu'il devienne une personne autonome, un adulte responsable. Donc, on peut, c'est par le jeu, d'accord? C'est par le temps qu'on passe de qualité avec lui. C'est tout ça, en fait. C'est un ensemble de petites choses au quotidien qui fait qu'on va développer une belle relation avec notre enfant. Dans le fond, il faut comprendre que le lien parent-enfant, c'est pas un lien ami-ami. Non. Non, 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 non. On est le parent et un enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'être aimé, sécurisé, protégé. Donc, c'est comme ça qu'on joue notre rôle de parent. Un ami, l'enfant, dans la vie, il va en avoir tout plein. Donc, ce qu'il a besoin, c'est une maman et un papa, mais c'est à nous d'assumer le rôle de parent. Et il faut toujours avoir en tête aussi qu'on est le modèle de notre enfant. Oui, exactement. Un enfant, c'est une petite éponge qui est en apprentissage, donc c'est à nous de l'amener, de l'accompagner vers son autonomie puis son développement. C'est nous autres qui contribuons à son développement. Faut se rappeler, les enfants apprennent, c'est des éponges. Oui. Fait que ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'on fait. Fait que si nous, on respecte les gens, on respecte les professeurs, on respecte nos collègues de travail, on respecte nos enfants, ben c'est certain que l'enfant va prendre cette information-là et va dire, ben regarde, je vais le faire. Tu sais, c'est aussi simple. Si tu envoies tout le temps tes enfants promener ou ta conjointe promener ou tu envoies tout le temps ton boss promener à la maison puis tu parles juste en négatif de tout le monde, ben ton enfant va faire la même chose. Parce que lui, regarde, il voit ce que papa fait puis il se dit, bon, ben c'est comme ça qu'il faut agir. Fait que si nous, on est respectueux, ben, puis
justement, c'est un gage de fierté d'aller à l'école puis de se faire dire par les professeurs, hey, tes enfants sont tellement bien, ils sont respectueux puis tout. Fait que, tu sais, c'est notre certificat, c'est notre prix qu'on gagne tous les jours puis qui fait qu'on peut continuer puis qui nous donne la petite étoile dans l'œil, là. Est-ce que vous pensez que votre enfant vous ment? Oui. Oui, ça c'est sûr. Vous en êtes conscient? Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, ça dépend de l'intensité, je pense, du mensonge. Quand c'est des petits mensonges banals, on le prend en riant, puis on dit, tu sais, t'as pas besoin de mentir à maman pour une telle petite chose, mettons que t'as mangé un jujube, tu sais, c'est pas terrible. Mais quand on voit que c'est quelque chose d'un peu plus poussé, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais que c'est plus grave, on pourrait dire, à ce moment-là, je pense que c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de montrer à l'enfant que les répercussions que ça peut amener. Puis au fil du temps, de toujours crier au loup, ça va pas bien non plus. Fait c'est ça. Tout dépendant de la gravité, tu prends le temps de parler avec l'enfant. Rendu à un certain âge, ils comprennent bien. Puis quand ils sont petits, c'est de leur dire quand même, mais sans nécessairement leur taper sa tête avec ça. Mais il faut qu'ils sachent que... Tu leur montrer que tu le crois pas. Dans le fond, que tu le vois que c'est un mensonge, puis d'essayer de renforcer qu'ils disent la vérité. Puis justement, quand ils disent la vérité, c'est pas de les punir, mais plutôt de faire du renforcement positif, puis de dire, bon, ben, je suis contente, tu m'as dit la vérité. Là. Pourquoi vous avez raconté des mensonges? On n'a pas raconté des mensonges, moi, Pierre. Souvent, c'est parce que on veut pas se faire chicaner. Souvent, c'est ce que tout le monde fait. Admettons, moi, je casse un vase qui vaut très cher à ma mère. Puis elle me demande, c'est toi qui l'as cassé? Puis je dis non, ben là, c'est parce que je veux pas me faire chicaner. Est-ce que vous avez déjà menti à vos enfants? Ben non. On est parfait. Ben oui, nous autres aussi. Ben moi, en tout cas, c'est sûr que, mais tu sais, des mensonges banals ou juste pour pas que ça amène d'autres conséquences plus compliquées ou, tu sais, ça peut être juste ta sauce à spaghetti. Ben non, elle n'a pas de légumes. Ben non, il n'y a pas d'oignons dans ma sauce à spaghetti. Tu sais, s'il faut qu'on leur dise tout ce qu'on met dans notre nourriture, ils mangeront pas. Fait que, tu sais, c'est des mensonges complètement banals qui ne changent rien à leur vie, qui n'ont aucune répercussion, justement. À la limite, je dirais, des fois, on ment pour protéger. Oui. Oui, c'est pas mal ce que, tu sais, bon, les oignons, c'est pas un bon exemple pour la protection, évidemment, mais des fois, on peut détourner la vérité pour pas qu'ils soient déçus. Pour éviter une déception ou un malaise que tu sais qu'il pourrait arriver, puis que toi, tu dis, ben non, j'aime mieux mentir ou, mettons, améliorer la vérité pour que l'enfant ne vive pas de déception ou qu'il ne soit pas mal là-dedans. Là. Tant que ça ne devient pas le quotidien, finalement. Non, c'est ça, c'est à l'occasion. Il faut stopper parce qu'on peut facilement tomber dans la roue qui tourne là, aussi. Là. Moi, je pense que parfois, le mensonge, c'est une façon d'avoir ce qu'on veut. Il peut y avoir des gains à raconter des mensonges, puis on peut s'éviter. Parfois, ça peut nous amener à éviter des conséquences fâcheuses. Donc, ce seraient les raisons principales. Bien, en fait, pour certaines raisons, peut-être pas pour toutes, mais parfois, ça peut être ça. Puis là, en tant que parent, comment on doit réagir face à tout ça? Bien, moi, je pense que c'est important de prendre ça au sérieux dès le début, parce que si l'enfant voit les gains à mentir, bien, il peut embarquer dans ce cercle-là puis continuer à mentir. Tu sais, souvent, on dit aux enfants, tu vas avoir moins de conséquences si tu me dis la vérité que si tu me racontes un mensonge. En tout cas, dans les écoles, souvent, avec les élèves, c'est comme ça. Puis je pense qu'avec nos enfants, c'est la même façon. Pour arrêter ça, pour qu'ils voient les gains à s'assumer. Tu sais, la vérité, là, est toujours bonne à dire. Tout finit par se savoir, hein? Donc, en résumé, il ne faut pas accepter le comportement quand il y a du mensonge. Ah, moi, je dirais que non. Quand doit-on s'inquiéter? Bien, si ça devient un mécanisme, à chaque fois que l'enfant se rend compte qu'il ment, je pense qu'il faut s'inquiéter, puis il faut intervenir, puis il faut arrêter ça. Okay. À la maison, on a le problème avec une adolescente, justement, qui a 15 ans et qui aime beaucoup, beaucoup aller jouer avec le mensonge. Donc, nous, avec elle, ça a pris l'aide d'une travailleuse sociale, justement, pour voir que non, regarde, là, tu es allé trop loin. Puis, veut pas, rendu à l'adolescente, il voit aussi les répercussions. Là, il ment à les amis. Puis, des fois, c'est juste pour se valoriser aussi. Fait que là, ben, ils perdent les amis, ils perdent la confiance des adultes. Ils vivent avec
les conséquences de leurs gestes. Fait que des fois, il faut aller chercher de l'aide pour justement stopper cette manie-là de mensonges. Ouais. Et on parle souvent de renforcement positif, d'y aller positivement avec notre enfant. Qu'est-ce que c'est d'abord le renforcement positif? Bien, le renforcement positif, c'est ce qui va apporter une bonne estime de soi à l'enfant. C'est ce qui va lui faire reconnaître sa valeur, qu'est-ce qu'il vaut. D'accord? Puis il y a différentes sortes de renforcement positif. C'est dans l'encouragement, c'est sûr, mais il y a le renforcement positif immédiat. Hein, dès que notre enfant fait quelque chose de bien, on est content, alors on le félicite, on l'encourage. Il y a le renforcement positif, des fois souvenir, tu sais, je sais pas, notre enfant, il réussit pas à faire quelque chose, là, il est en train de faire une petite construction, puis il réussit pas, puis il dit qu'il est pas bon. Donc, on peut lui rappeler, tu sais, que, mais non, c'est pas vrai que tu fais jamais rien de bien. Tu te souviens quand on est allé en visite chez ta tante ou ton oncle avec ton cousin, vous avez fait une belle construction. Ça, c'est le renforcement positif, souvenir. Okay. Et il y a le renforcement positif non-verbal aussi. Tu sais, quand ça peut être un high five, ça peut être wow, tu sais, quand on est fier. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, ça bâtit, c'est ça, ça construit l'estime de lui-même. Donc, c'est important. C'est important parce que là, il reconnaît sa valeur. Il reconnaît qu'il est important, puis qu'il est capable de faire les choses correctement. Des petites tapes dans le dos, vas-y, t'es capable. Pour les plus vieux, c'est t'es belle, t'es fine, t'es capable. C'est les féliciter, dans le fond, les applaudir. Et pourquoi elle est si importante que ça, la discipline positive? Parce qu'à l'inverse d'une discipline punitive, la discipline constructive, celle que je propose avec la méthode éduqueur, ça favorise le développement de l'estime de soi de l'enfant. Alors, avec ce type de discipline-là, l'enfant garde, même quand on le corrige, il garde le sentiment d'être une bonne personne, d'être quelqu'un de bien, malgré tout, alors que la punition, elle, de façon répétée, va souvent servir à l'enfant le sentiment d'être méchant. Alors, c'est comme s'il se dit, mais je suis donc bien méchant, moi, pour qu'on m'isole, quand on isole l'enfant, par exemple, ou je suis donc bien méchant parce que quand on lui enlève ce qu'il aime le plus dans sa vie, ses jeux, ses jouets, ses activités, parce que la punition se résume souvent à ça, enlever à l'enfant ce qui lui tient le plus à cœur, ce qu'il aime le plus. Donc, ça nourrit chez lui le sentiment qu'il n'est pas une bonne personne parce qu'on y enlève tout ce qu'il aime le plus dans sa vie. Vous nous dites que c'est très, très positif pour les enfants. Est-ce que pour les parents, il y a du positif aussi à utiliser la discipline positive? C'est une bonne question. Oui, il y a beaucoup de positifs. En fait, parfois, je dis aux parents qui se couchent le soir là en se félicitant d'avoir puni son enfant 4 fois, qui se félicite de l'avoir retiré dans sa chambre 5 fois. On n'est pas fiers de nous quand on utilise ces méthodes-là. Très souvent, on le fait parce qu'on ne connaît pas autre chose, puis on se dit, je peux pas laisser passer ça, je dois intervenir. Mais les adultes, eux-mêmes, parfois, vont nourrir une faible estime d'eux-mêmes en tant qu'adultes en autorité, parce que ce ne sont pas des moyens dont on est fier. Crier, répéter, menacer et punir. Le parent, par exemple, ou l'autre adulte en autorité, là, ça peut être éducatrice, enseignant, qui va demander, par exemple, à l'enfant de réparer le tort qu'il a causé, va souvent vivre un sentiment de compétence. Il va voir les résultats de la réparation, puis il va se dire, mon Dieu, que j'ai fait la bonne affaire. Je sais que je fais la bonne action et pour l'enfant et pour moi, en tant que personne en autorité. Et là, on s'entend que oui, tout le monde va être d'accord avec ça, que ça prend du renforcement positif, mais à un moment donné, dans le quotidien, jour après jour, ça peut devenir difficile. Est-ce que, par exemple, lorsqu'arrive un comportement peut-être un peu moins adéquat, est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là pour pas que ça devienne négatif, justement? Bien, c'est là qu'il entre en ligne de compte la discipline. OK? Puis la discipline, c'est nécessaire, c'est important. C'est ce qui fait qu'un enfant se sent aimé, justement, protégé et sécurisé. Donc, il faut agir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand on considère qu'il y a un comportement qui est inadéquat, qui est inacceptable, bien, c'est de le dire à l'enfant, dire « Toi, je t'aime, mais ce que je viens de voir ou ce que j'entends, ça, j'accepte pas ça. Donc, tu vas devoir réparer. »
Alors, il faut donner des conséquences. Puis la discipline, c'est aussi important pour l'estime de lui-même. L'enfant va reconnaître, par une bonne discipline, va reconnaître qu'il est une bonne personne, OK? Puis il va apprendre à se discipliner lui-même. Donc, il y a moins de risques après ça qu'il perde le contrôle et quand il va devenir adulte ou adolescent, puis ça va devenir une personne qui est responsable. Le respect, c'est la base de tout. Comment je l'inculque, je pense au quotidien, dans leur façon d'avoir réagi dans une situation. Je fais non, là, tu vas t'excuser, ou tu sais, fait que de fil en aiguille, les enfants, ils voient nos limites. Puis on leur dit aussi quand ils sont petits, quand tu vois une personne âgée, tu prends le temps de la vouvoyer, mais si c'est quelqu'un que tu connais, une matante, tu peux lui dire bonjour quand même, mais tu n'as pas besoin de vouvoyer. Fait que pour moi, c'est extrêmement important le respect pour que les enfants respectent les gens, parce que tout passe par là. L'enfant, s'il respecte à l'école, bien, il va te respecter à la maison, puis il va respecter les autres, il va respecter ses amis, puis il va arriver sur la place du travail, puis ça va faire une grosse différence. Moi, je l'ai vu parce que j'ai engagé quand même plusieurs étudiants dans une job passée, puis d'avoir à briser la routine où ce qu'ils ne vous voient pas et tout, c'est extrêmement dur. Puis ça fait qu'à un moment donné, bien, pour les jeunes, c'est plus dur aussi au niveau de l'emploi. Fait que pour moi, je trouve que c'est important parce que, justement, ça donne des valeurs qui vont suivre l'enfant et qui vont l'aider. Parce que plus jeune qu'il commence à comprendre le respect, plus facile que ça devient plus tard aussi. Est-ce qu'il peut être trop tard pour commencer avec ses enfants ou s'il faut les prendre dès la naissance pour utiliser ce concept-là de discipline positive? Il est toujours temps de faire autrement. C'est certain que si on commence à 2-3 ans, on va prévenir une foule de difficultés. Vraiment, là, ça fait une énorme différence. À 12-13 ans, il est encore temps. Il faut juste être très décidé à effectuer ces changements-là, mais il est possible, c'est possible à tout âge. Est-ce qu'il existe des lois ou un mode d'emploi, en fait, à suivre pour faire du renforcement positif? Bien, ce qui est facilitant au départ pour une bonne discipline, c'est d'utiliser les 5 C. Alors, les 5 C, c'est être clair, être concret, être constant, cohérent et conséquent. Alors, c'est très facilitant au départ et ça, on l'applique dès le jeune âge. OK. Est-ce qu'on peut regarder chacun de ces 5 C-là particulièrement? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour être clair? Pour être clair, bien, il faut que l'enfant comprenne la règle. OK? Si on dit, je ne sais pas, d'aller faire le ménage de sa chambre, bien, c'est quoi au juste d'aller faire le ménage de sa chambre, là? Tu sais? C'est vague. C'est vague, c'est très vague, oui, c'est ça. Concret, supposons que je lui demande, on s'en va au restaurant ou on s'en va chez grand-maman, et je lui demande, faut qu'il sache qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu lui dis, j'espère que tu vas être gentil, c'est grand-maman. Ça veut dire quoi, être gentil pour un enfant? Tu sais? Ou j'espère que quand on va au restaurant, il faut que tu sois poli, il faut que tu sois gentil à table. C'est pas clair pour un enfant, là, cette notion-là. Là. Être gentil ou être poli, ça dépend des attentes du parent, mais être gentil à table, ça veut dire, ne pas frapper sur ton petit frère ou ta petite sœur, utiliser tes ustensiles, rester assis. Donc, il faut que ça soit concret. OK. Ensuite, constant. Il faut que la règle soit la même tout le temps, pas dépendamment de l'humeur du parent non plus ou de la circonstance. Il faut être constant dans notre demande. Okay. Ensuite, cohérent. Bien là, on évite de demander une règle que nous autres, on n'est pas capable de s'imposer non plus. Puis conséquence, bien, faut qu'il y ait une conséquence. Il doit y avoir une conséquence si à la demande, si ce n'est pas respecté. Toujours de façon positive aussi. Toujours de façon positive. Fait qu'au départ, quand on applique ça, l'enfant connaît nos limites, d'accord? Puis il se sent confortable, à l'aise dans ce cadre-là. Si on est vraiment fâché, là, en tant que parent, on est fâché noir, ça peut peut-être être difficile de rester positif à ces moments-là. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut appliquer? Bien, une des stratégies, d'abord, moi, je parlerais, dans le fond, ça nous arrive d'être en colère. Puis je pense que la colère, c'est un sentiment qui est sain, mais c'est dans la façon qu'on le verbalise que ça devient moins sain. Moi, je pense d'abord que c'est important, on a le droit d'être en colère, puis c'est important de le mettre au clair à nos enfants, de dire
Là, maman est vraiment pas contente, je vais aller me calmer, puis on se reparle tantôt. C'est important qu'on puisse se donner ce droit-là pour revenir sur la situation, parce que souvent, c'est là qu'on, tu sais, nos paroles dépensent notre pensée et on peut dire des choses qu'on peut regretter. Je pense qu'aussi on devient le modèle à ce moment-là. Tout à fait. Si on est capable de s'affirmer de cette façon-là, puis dire je suis en colère, je me calme, bien, c'est une façon de le montrer à nos enfants. Tout à fait. Au niveau de la politesse et du respect, est-ce qu'un enfant va naître poli et respectueux? Bien, moi, je pense que c'est des valeurs qu'on inculque à nos enfants. Donc, on est des modèles. Si nous, on est poli et respectueux, bien, on leur enseigne à être poli et respectueux. Simplement dire s'il vous plaît et merci, c'est une base, bien, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est important de reprendre nos enfants puis d'exiger ces consignes-là. Je pense qu'ils vont par imitation. Oui. Tu sais, ils nous voient dire s'il vous plaît, merci. Si on leur dit, même à eux, ils ont 2 ans, puis tu leur dis, merci, tu m'as donné le jouet, ils vont le faire automatiquement. Là. Fait que, en nous voyant agir, ils imitent, puis ils continuent. À l'école, c'est très, très fort. S'il vous plaît, merci. Ouais. Fait qu'automatiquement, je pense qu'on n'a pas le choix à la maison indirectement de le faire parce que Même à la l'école, c'est garderie, fort. Exactement. Ils utilisent le s'il vous plaît, merci. Puis... Il ne faut pas oublier que l'éducation commence à la maison, pas à l'école. Alors, c'est la tâche des parents de voir à ce que l'enfant soit bien éduqué et ça commence par la politesse, entre nous en plus. C'est quelque chose là, qu'il faut vraiment faire, la différence. L'école est là pour enseigner à nos enfants, pas pour éduquer nos enfants. C'est très, 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 très différent. Là, moi aussi, je viens d'une famille de professeurs, donc je sais, puis même je fais de la suppléance, puis... T'sais, moi, les élèves, là, justement, quand ils manquent de respect entre eux, là, je suis pas capable. Puis là, ils me regardent en voulant dire « T'es bien fou, toi, t'sais. » Non. Quand vous êtes avec moi, là, même si c'est juste une fois par mois ou une fois par année, là, vous manquez pas de respect du tout. « Ah, mais on se niaise. » Non, vous niaisez pas, là. C'est fini, là. Premièrement, tu vas t'excuser. Puis c'est fini, ça. Oui, des fois, je passe pour un... Mais, tu sais, il faut que les jeunes l'apprennent, ça, que tu peux pas manquer de respect entre nous, là. L'enseignant enseigne, d'accord. Il apprend à apprendre. Mais quand tu n'as pas le choix et que le travail n'a pas été fait à la maison, il doit le reprendre au niveau de la société. On est en société quand on est dans une classe, là. Alors, à ce moment-là, c'est pas ma tâche principale, mais je dois m'en préoccuper parce que je peux pas accepter ça. Comment on montre la politesse? Comment ça s'enseigne, la politesse? À partir de quel âge aussi? Bien, dès le plus jeune âge, puis c'est comme parents modèles qu'on les enseigne en leur faisant reprendre. Entre frères et sœurs, est-ce que vous êtes polis? Plus ou moins. Ça dépend. Ça dépend Plus ou des moins. jours. Ça dépend des jours. Ça dépend avec qui. Oui, aussi. Est-ce que vous pensez que vous allez être des amis, des bons frères et sœurs toute votre vie? Non. Jusqu'à la fin de votre vie? Quand on va être grand, oui, mais pas présentement. Je sais pas trop, là. Mais... Qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, on se chicane souvent. Comme tous les frères et sœurs de la planète. Qu'en est-il des relations frères-sœurs? Comment on peut favoriser justement le respect entre frères et sœurs? Bien, si nous, avec nos enfants, on agit de façon adéquate et respectueuse, bien, on montre à nos enfants à l'être entre eux autres aussi. Donc, tout simplement. Oui, puis je pense que c'est important de les reprendre. Si on voit que ça se parle pas bien, bien, d'être capable de les reprendre pour leur enseigner. Est-ce que le passé du parent, vous pensez que ça peut influencer ou ça peut jouer un rôle quand ce parent-là devient parent lui-même? Bien, de toute façon, je pense que le passé construit toujours l'adulte qu'on devient. Donc, oui, c'est sûr. Il peut y avoir une influence. Hein. D'abord, comme adulte, notre passé fait qu'on a des forces ou des lacunes. Donc, c'est la même chose en tant que parent. Et puis, quand on constate qu'on a des lacunes, bien, il y a plein d'outils qu'on peut aller chercher, il y a plein de ressources qu'on peut aller chercher pour nous aider à justement à combler ces lacunes-là, puis faire en sorte qu'on accompagne nos enfants vers une vie adulte responsable. Regardons-les justement, ces ressources-là. Qu'est-ce qui existe? Bien, nous autres, à la maison d'hébergement, on utilise beaucoup Éducœur. C'est un programme qui a été conçu par Brigitte Racine.
OK, et qui propose justement une approche de renforcement positif, des façons différentes, façons d'accompagner nos enfants justement vers une vie adulte qui est responsable. C'est génial. Moi, en tout cas, à la maison d'hébergement, on ne fonctionne à peu près qu'avec ça, là, avec ce programme-là. Et il y a plein de trucs qui sont facilitants pour justement amener notre enfant à collaborer avec son parent. Et où est-ce qu'on peut le trouver? C'est un DVD? C'est un DVD. Il se fait aussi en livre qu'on peut trouver à la librairie. On va sur le site Éducœur. Vous allez sur Google et il y a www.éducœur et vous pouvez le commander. Sinon, à la bibliothèque, vous pouvez le commander aussi. Nous autres, on utilise aussi les petits trucs, mais naître et grandir. Mais tout ça provient souvent du programme Éducœur. Et les petits trucs et Naître et grandir, c'est aussi disponible soit via la librairie ou sur Internet aussi pour ce qui est de Naître et grandir? Naître et grandir, oui. On peut s'abonner aussi à la revue, au magazine. Moi, c'est une fierté énorme quand les clients me disent « Ta fille, c'est formidable à être servie par elle. Elle est polie, elle est enjouée, elle est avenante. » Écoute, pour moi, là, tu peux pas avoir plus belle récompense que ça. Une jeune maman russe a trouvé avec sa fille une nouvelle façon d'enseigner qui aborde l'encadrement positif. Une technique toute simple appelée la méthode du stylo vert. En fait, cela consiste à inverser du tout l'un des principes fondamentaux de l'éducation classique. Au lieu de pointer uniquement du doigt les erreurs au stylo rouge afin de montrer à l'enfant ce qu'il n'a pas su faire ou ce qu'il a mal fait, l'idée est de faire absolument tout le contraire et de valoriser ce qu'il a fait de bien. Ce point de vue est complètement différent quant à la manière d'éduquer les enfants et peut avoir des conséquences énormes quant à leur perception future de leur vie. Dans son témoignage publié sur le site realparents.ru en 2015, la jeune maman a expliqué que lorsque sa fille pratiquait ses lettres, elle ne barrait pas au stylo rouge les erreurs, mais elle mettait au contraire en évidence les lettres et les formes qu'elle avait particulièrement bien réussies en les entourant au stylo vert. Ceci a apporté comme résultat que sa fille aimait tracer des lettres. Elle demandait toujours « Laquelle est la plus jolie, maman? » Nous ne savons pas si cette méthode fonctionne réellement. Par contre, si on met en pratique la méthode du stylo vert en concentrant notre attention et celle de notre enfant sur ses réussites, celui-ci essaiera d'abord de faire bien les choses parce que c'est cela qui lui apportera du plaisir et qui le fera se sentir valorisé. Et comment dans le quotidien, on peut appliquer le renforcement positif? Je pense que le oui a une importance assez grande dans le renforcement positif. Oui, dans le programme, oui, justement, dans le programme Éducœur, Mme Racine suggère souvent de dire plus souvent oui. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dire non, là, mais je vais donner un exemple. Supposons que ton enfant te demande « Maman, est-ce que je peux aller regarder la télé? » Mais ses jouets ne sont pas ramassés. Si on dit habituellement, on va dire « Non, pas tout de suite, tes jouets ne sont pas ramassés. » Mais si au contraire, on dit « Oui, dès que tu auras ramassé tes jouets », alors là, la notion du refus, elle n'est pas là. Il y a la permission, mais il y a quelque chose à faire avant. Donc, ça l'incite à collaborer parce qu'il n'y a pas de refus, justement. Et si je me fais l'avocat du diable, un enfant qui se fait pratiquement jamais dire non, un jour où il se fait dire non, est-ce que ça peut causer un problème chez lui? Je crois pas. Je crois pas parce qu'à un moment donné, il faut dire non. Hein? Je veux dire, s'il y a une situation qui est dangereuse, on va dire non, c'est certain. Ou on peut pas tout lui permettre à l'enfant. Mais dans des petits détails, on peut dire, en disant plus souvent oui, il y a moins de refus. Puis ça n'a pas la même connotation. Puis je te donne un exemple, même pour nous, les adultes. Tu appelles une amie, puis tu lui dis, est-ce que tu peux venir m'aider à peinturer aujourd'hui? Si elle dit non, j'ai ma balayeuse à passer. Bon, c'est un refus. Mais si elle dit oui, dès que je vais avoir fini de passer ma balayeuse, alors tu sais que tu vas avoir de l'aide, tu as quelque chose, tu vas avoir un gain, là. Mais non, je ne crois pas que l'enfant, si on dit jamais non, qu'il va penser que tout lui est permis. Pas du tout.
C'est un bon encadrement encore, là. Voici une sagesse amérindienne qui nous fait visualiser l'importance de l'encadrement positif. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui 2 loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. L'enfant demande « Lequel des 2 loups gagne ?» Le grand-père répond « Celui qu'on nourrit. » J'espère d'être un bon modèle pour les enfants là-dessus. C'est certain que des fois, on ne l'est pas toujours, mais il faut apprendre à se corriger. Puis les enfants peuvent voir que nous aussi, on fait des erreurs des fois, puis il faut se corriger. L'enfant, lui, il a besoin d'être aimé, justement, et il a besoin d'attention. Donc, comme quand on cultive un jardin, si on arrose seulement les mauvaises herbes, c'est ça qui va pousser. Alors, l'enfant, c'est pareil. Si on intervient seulement lorsque un enfant fait quelque chose de pas bien, puis si c'est le seul endroit où il y a de l'attention, c'est sûr que c'est ça qui va pousser. Je vais donner un exemple. Ton enfant revient de l'école, 5 jours semaine, d'accord? Pendant 4 jours, il a accroché son manteau, son sac. Super. Une journée, il le laisse traîner dans l'entrée. Quelle journée tu penses qu'on va souligner? Comme parent, habituellement, c'est la journée où il a laissé traîner son manteau. Donc là, on arrose le mauvais comportement. Mais si au contraire, on le félicite, OK, hey, mon Dieu, je suis tellement contente, tu as rangé toutes tes choses. C'est ça qui va pousser, ça va l'encourager à poursuivre ce comportement-là. Comme une fleur, si on lui donne l'eau, c'est elle qui va pousser au lieu de la mauvaise herbe. Établir une relation avec votre enfant est l'équivalent de déposer de l'argent à la banque. Vous pouvez faire des retraits en exigeant des choses de votre enfant pour autant que vous continuez de déposer de l'argent. La critique, l'hostilité et les cris ne font que vider le compte en banque. Une fois que le compte est vide, il n'y a plus rien à retirer et votre enfant ne coopérera pas. Chaque fois que vous le félicitez, vous augmentez le solde du compte en banque. Souvent, quand que je mens, moi, mais ça n'arrive jamais, j'ai toujours un sourire. Ben, toujours, jamais à cause de ça, je l'ai jamais fait. Ça paraît jamais. On est devenus des meilleurs amis, ils sont des meilleurs amis, puis depuis ça là, on est tout le temps ensemble. Ouais, puis eux, ils doivent quitter pour travailler 7 jours, fait que les 7 jours, ben moi puis Lydia, on devient comme un couple. Au début, on dirait qu'il savait pas trop j'étais qui quand je revenais, mais là tu vois qu'il est content de nous voir. Ouais. Puis vous êtes là 7 jours pour passer 7 jours de qualité avec. Des fois, juste être à la maison puis jouer à terre à des jeux qu'il aime, c'est autant du temps de qualité que d'aller se promener dehors. C'est quelque chose que ton enfant aime puis que tu fais. À cet âge-là, c'est très facile. Dans le fond, tu l'impliques dans peu importe ce que tu fais. Ouais, puis il va embarquer avec toi puis il va être content tant qu'il se sent impliqué dans ce que tu fais. Chaque geste simple fait de vous un modèle pour la vie. Cet automne, faites-nous parvenir votre plus belle photo d'activité réalisée en famille avant le 25 novembre et courez la chance de gagner un séjour familial à la Bannique. Pour connaître les détails, visitez la page Facebook Portrait de famille.